Traduction sans filet numéro 49. Aujourd'hui, nous allons parler d'un écrivain très intéressant et très problématique à de nombreux égards. Je veux parler d'Amos Tutuola. Amos Tutuola est un des premiers écrivains nigérians de langue anglaise à avoir été publié par un éditeur européen, par Faber & Faber, au tout début des années 1950. Et Amos Tutuola était un écrivain tout à fait singulier, tout à fait inclassable. Son premier roman, The Palm Wine Drinker, a été immédiatement acclamé, a reçu un véritable accueil critique et, de manière plus confidentielle, populaire, au point d'être traduit presque immédiatement en français par Raymond Queneau sous le titre de L'ivrogne dans la brousse en 1953, un an après la publication anglaise par Faber & Faber à Londres. Alors Amos Tutuola, c'est un cas particulier parce qu'en fait, quand on lit un livre de Amos Tutuola, tout d'abord on lit un roman qui n'en est pas un, qui est une concaténation de récits qui se catapultent un petit peu, qui se bousculent les uns les autres, et qui en fait sont des réécritures, des adaptations de la grande tradition du conte oral Yoruba. Et Amos Tutuola a notamment travaillé à partir du même matériau qu'un autre écrivain Yoruba, le chef Dio Fagunwa, qui a publié des versions beaucoup plus orthodoxes en quelque sorte des contes Yoruba. Amos Tutuola, il écrit des livres qui sont inspirés de ces contes oraux, mais il en fait une sorte de nouvelles formes romanesques dans lesquelles il ajoute des éléments technologiques, des éléments inédits, où il mélange plusieurs histoires. Ça, c'est le premier élément, on va dire, qui caractérise l'écriture de Tutuola. Et le deuxième élément qui caractérise l'écriture de Tutuola, et qui est le plus frappant et qui est le plus problématique, c'est sa langue. Car, en effet, Amos Tutuola, quand on lit un livre d'Amos Tutuola, on lit en fait un anglais qui est extrêmement fautif. Si on le regarde d'un point de vue normatif, les règles de la grammaire anglaise, de la syntaxe anglaise, sont en permanence bafouées, mises à mal par la langue de Amos Tutuola. Alors la raison principale en fait au départ en était que Amos Tutuola est un Nigérian qui n'est pas allé très longtemps à l'école on va dire coloniale. Il a abandonné en fait, il n'a pas pu poursuivre ses études au-delà, on va dire, de l'équivalent du certificat d'études. Et donc son anglais était un anglais qui était fautif par défaut. Alors, il y a eu un malentendu assez étonnant, qui est que pour les éditeurs de Faber & Faber, il y a eu un malentendu qui faisait qu'on pensait que c'était fait exprès, ou que ça créait quelque chose de nouveau. Alors, depuis que Amos Tutuola a publié ses premiers romans au début des années 50, il y a eu polémique sur polémique, il y a eu de très nombreux débats, un certain nombre de critiques, d'écrivains, se réclamant de l'immense faculté d'imagination et de création de Tutuola, en disant aussi que c'était une transgression des codes narratifs européens, et que donc c'était une voie proprement africaine. Et puis il y a eu un très grand nombre d'écrivains africains, en l'occurrence, ou d'intellectuels africains, qui ont rejeté cet héritage de Tutuola, en disant, et voilà, ça n'est pas une objection que l'on peut balayer d'un revers de la main, c'est une objection qui est extrêmement intéressante, ils ont dit que si Tutuola était aussi populaire, s'il était devenu un nom aussi important de la littérature africaine de la première génération des indépendances, c'est parce que, en fait, ces textes correspondaient à une image en fait, d'infériorité que les colonisateurs, que les Européens, aimaient voir développer en fait. Pour le dire de manière un peu plus abrupte, Tutuola écrivait mal parce que voilà, un Africain, ça va pas bien écrire en anglais et on peut pas lui en vouloir. Donc évidemment, une sorte de discours complètement paternaliste qui était en dessous de tout ça. Alors, ce double reproche qui était fait à Tutuola, à la fois de mal écrire en anglais et donc de desservir en fait la cause des intellectuels africains en semblant montrer que une
écriture africaine était une écriture nécessairement fautive, et le reproche de l'exotisme, à savoir que ces textes étaient appréciés parce qu'ils correspondaient à une sorte de vision un peu de l'Afrique fantasmagorique, magique, dans laquelle la magie noire, enfin voilà, est quelque chose d'un peu systématique. Ce double reproche n'a pas été lavé, et ne le sera jamais, à savoir que l'œuvre de Tutuola pose de manière imminente cette question, qui est une question politique, qui est une question très problématique, et qui évidemment travaille beaucoup de l'intérieur du postcolonial. Il y a 4 ans maintenant, lorsque Sébastien Lubinski et Tabish Ker étaient venus tous les deux pour participer à une sorte de symposium, de demi-journée d'études avec moi à Tours, j'avais en fait proposé une lecture d'un des romans les plus tardifs en fait d'Amos Tutuola, un roman qui date des années 80, un de ses derniers romans en fait, et j'avais essayé de montrer que si l'on essaie de sortir en fait de ces questions idéologiques, de l'origine du texte, de la prégnance politique du texte, des lectures coloniales, néocoloniales, postcoloniales de ces textes, on pouvait aussi s'intéresser à ces textes en soi. C'est-à-dire finalement en réattribuant une sorte de potentialité propre, d'un point de vue assez structuraliste finalement, à ces textes-là, c'est-à-dire les lire en fait, en se disant voilà, que produit ce texte ? Et c'est également quelque chose que l'on ne peut pas évacuer, et que les critiques qui cherchent à avoir une approche strictement, principalement politique de l'œuvre de Tutuola, ne peuvent pas non plus balayer d'un revers de la main, à savoir que ces textes existent tels qu'ils sont, et ils produisent quelque chose de singulier. On ne peut pas enlever ça à Tutuola, et cette langue est une langue qui est immédiatement reconnaissable. Il est, à mon avis, impossible de faire du Tutuola, ou très difficile. On peut toujours faire un pastiche, mais ce qui est certain, c'est qu'une page de Tutuola, j'ai envie de dire un paragraphe de Tutuola, se reconnaît immédiatement. Non seulement en raison d'une certaine tonalité, d'une certaine imagerie, si l'on veut, d'un certain univers, effectivement, fait de fantasmagorie, de réalisme magique, comme Tutuola ne l'aurait pas dit lui-même, car il rejetait un peu ces étiquettes-là, et surtout cette langue très particulière qui est très souvent asyntaxique. Quand je dis asyntaxique, ça veut dire que la langue de Tutuola pose des questions de difficulté d'appréhension du fait même de son agrammaticalité, du non-respect de certaines règles fondamentales de la langue anglaise. Alors pour ces différentes raisons, et ça fait maintenant de très nombreuses années que je travaille sur Tutuola et que j'utilise de manière marginale, hein, souvent dans certains cours, plutôt dans des séminaires de master, l'œuvre de Tutuola. Depuis de nombreuses années, je travaille en fait sur Tutuola. J'avais proposé d'ailleurs, il y a de nombreuses années, aux éditions Gallimard notamment, mais aussi à Actes Sud, un début de traduction d'un des nombreux textes inédits de Amos Tutuola. Et en fait, bon, ça n'a jamais rien donné, parce que ça n'intéressait visiblement pas les éditeurs à qui je m'étais adressé. Mais ce qui m'intéresse par-delà ça, c'est d'abord de signaler qu'une grande part de l'œuvre de Tutuola est inédite en français, alors que son premier traducteur français a été Raymond Queneau, que l'édition d'ailleurs, le texte de l'Ivrogne dans la brousse a été repris lors du lancement de la collection Continent Noir chez Gallimard en 2000. Donc voilà, il y a quelques livres, hein. Il y en a un qui est en 10-18 aussi, je crois, hein, il me semble. Un autre avait été repris par les éditions d'Aper, donc il y a quelques textes de Tutuola qui sont très présents, en fait, même éditorialement, puisque c'était même dans des grandes maisons, on va dire. Et à côté de ça, il y a tout un pan de l'œuvre de Tutuola qui est totalement tombé dans l'oubli, y compris d'ailleurs dans le monde anglophone, et qui est inédite en français. Alors une des questions bien sûr que je me pose, et nous y venons, parce que ces vidéos ne sont pas des vidéos de littérature africaine, encore que je songe de plus en plus sérieusement à utiliser ce médium pour faire quelque chose qui est plus de l'ordre, sinon du cours, du moins de la présentation d'œuvres, de la discussion de problématiques, comme je viens d'ailleurs de le faire assez brièvement en présentant mon point de vue sur très brièvement, hein, trop brièvement, mais mon point de vue sur ce que l'on peut penser de l'écriture de Tutuola et de ce que cette œuvre apporte et de la manière dont elle résiste. Donc, normalement, aujourd'hui, je suis censé, bien sûr, m'inscrire dans
série des traductions sans filet. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'on peut improviser une traduction de Tutuola? Étant donné que moi, j'ai déjà, par le passé, traduit quelques chapitres d'œuvres de Tutuola, mais ça fait déjà de nombreuses années que je n'ai pas refait ça. Alors, je suis en train de lire un Tutuola que je ne connaissais pas, que j'ai trouvé avec un autre, d'ailleurs, cet été, dans une librairie d'occasion, et de neuf bradé, on va dire, à Bristol, en fait. Et c'est un livre de Tutuola dont je n'avais même jamais entendu parler. Je ne suis pas spécialiste de Tutuola, donc c'est pas non plus forcément scandaleux, mais enfin ça m'a intrigué. Et ce texte, qui est de 1967 et qui était épuisé, a été réédité en fait par Faber and Faber, si je ne veux pas dire de bêtises, en 2015. Et c'est un texte qui a été publié pour la première fois en 1967. Et qui s'intitule Ajayi and his Inherited Poverty, avec dès le titre, en fait, une sorte de perturbation évidemment des codes linguistiques, puisque normalement ce que l'on hérite en anglais, c'est property, inherited property, une propriété, voilà, les possessions, les propriétés dont on hérite. Et ici, et c'est tout le point de départ de ce roman, que je n'ai pas fini de lire d'ailleurs, que j'ai commencé hier, c'est Inherited Poverty, c'est-à-dire c'est un frère, Ajayi, et sa sœur, Aina, qui n'est pas dans le titre du roman, qui héritent de leurs parents, à leur mort, leur pauvreté. Et en fait, c'est une famille qui semble subir une sorte de malédiction, qui est que plus ils travaillent, et plus ils devraient s'enrichir, moins ils s'enrichissent, plus ils deviennent pauvres, et en fait, ils héritent à chaque génération de la pauvreté de leurs parents. D'où ce titre, déjà très curieux, is Inherited Poverty. Et je vais donc tenter, déjà, de lire un texte extrait de ce roman et d'en proposer une traduction. As soon as we were brought into this house and as we stood before the Queen of the River, with the rags which were on our bodies and which were entirely soaked, and as I held my sword, she asked from us how both of you had managed to come to my town. But I explained to her with a cheerful and fearless voice, as I had explained to the woman, her police, who brought us to her. Both of you were carried to this my town by the torrent from the town of the Spirit of Fire? She asked from us with wonder, as the other women were kept quiet and were looking at us with wonder as well. Certainly, I replied at the same moment. When I replied to all of her questions, she stopped to rock to and fro on her throne. But she and the other women shouted together, Ah, both of you were very lucky that the King, Spirit of Fire, had failed to find you out before the heavy rain came, otherwise he would burn you into ashes with his fire. He is a merciless creature of fire. When the queen and her women told us like that, she waved hand to us to sit down on a settee which was at a little distance from her throne. But as she noticed that we were anxious to eat by that time, she told her policewoman to give us food and drinks. As we began to eat the food with greediness, she told us that the Spirit of Fire was our enemy because he was too cruel to every kind of living creature. She assured us as well that she would take us back to him as soon as we had finished with the food and the drinks, just to revenge on him for the punishment which he had given us. Il y a donc des phrases agrammaticales, des phrases qui s'expriment dans un anglais qui est décalé ou qui est fautif. La première phrase, as soon as we were brought into this house and as we stood before the Queen of the River, en fait, il n'y a jamais de proposition principale. Ça commence par un dès que, ça continue avec un comme ou un parce que, et il y a à nouveau une ou deux propositions subordonnées emboîtées, mais il n'y a jamais de principale. Ça se termine par un point. And as I held my sword, et tandis que je tenais mon épée, point. Alors comment on traduit ça? Moi, évidemment, mon postulat, vous l'avez deviné, c'est de traduire ça comme c'est. La phrase, selon les règles de la grammaire anglaise, et donc de la grammaire française, ne tient pas debout. C'est une suite de propositions subordonnées qui se termine par un point. Voilà ce que fait la langue de Tutuola. Et voilà aussi son attrait, voilà pourquoi on la lit d'une certaine manière. As soon as we were brought into this house, dès qu'on nous amena dans cette maison, and as we stood before the Queen of the River, et alors que nous tenions en face
de la reine du fleuve, with the rags which were on our bodies, vêtus des haillons sur notre corps, hein, littéralement avec les haillons qui couvraient notre corps, qui étaient sur nos corps en fait. Notre corps vêtu de haillons peut-être. C'est un peu maladroit en anglais donc. Nos corps vêtus de haillons. Peut-être qu'en gardant le pluriel finalement on va avoir quelque chose qui est un petit peu maladroit en français. Nos corps vêtus de haillons, and which were entirely soaked. Nos corps vêtus de haillons qui étaient complètement trempés. And as I held my sword, et tandis que je tenais mon épée. Point. She asked from us. Elle nous demanda, donc là normalement il devrait y avoir une virgule, alors que, virgule, c'est pas comme ça. She asked from us, elle nous demanda, how both of you had managed to come to my town. Et là elle pose une question, c'est entre guillemets, c'est une question directe, elle pose une question en fait de manière indirecte. Elle pose une question d'une façon dont on ne pose jamais les questions. Vous savez, c'est une faute très fréquente en français, un peu moins en anglais, de ne pas faire d'interrogative indirecte. Il m'a demandé c'est quoi. Il m'a demandé ce que c'est. Là c'est l'inverse. La reine, elle parle directement en discours indirect. Ben là encore, inversion de la syntaxe, classique, normale, on va le garder. How both of you had managed to come to my town. Comment vous deux étiez-vous parvenus, vous étiez parvenus, comment vous deux étiez parvenus à arriver dans cette ville, dans ma ville. But I explained to her with a cheerful and fearless voice, mais je lui expliquai d'une voix joyeuse et dénuée de peur, sans crainte, je sais pas, sans crainte, as I had explained to the police, to the woman, her police, alors aussi to the woman, entre parenthèses, her police, et c'est en fait sa policière. Comme je l'avais expliqué à la femme, entre parenthèses, sa policière, ça se dit pas la policière de quelqu'un, voilà, sa policière, who brought us to her, qui nous avait amenés jusqu'à elle. Both of you were carried to this my town by the torrent from the town of the spirit of fire, she asked from us. Tous les deux, vous avez été amenés jusqu'ici, vous avez été apportés dans ma ville, charriés finalement, vous avez été charriés jusqu'ici, vous avez été apportés dans ma ville par le torrent qui vient de la ville, de l'esprit du feu. She asked from us with wonder. Nous demanda-t-elle avec étonnement, étonné, parce que with wonder en anglais c'est assez standard quand même. Étonné, as the other women were kept quiet. Et alors ça, il y a quelque chose qu'il fait presque systématiquement dans ce roman-là, qu'il ne fait pas partout, parce que ça non plus je ne l'ai jamais étudié, mais les fautes d'anglais de Tutuola ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, le fait de ne jamais, d'avoir ces espèces d'accumulation de subordonnés avec un point final et jamais la principale, c'est très présent dans celui-là, mais pas tellement dans les autres en fait. Et donc là, en fait, il emploie le passif à la place de la forme en ing, de la forme active. Au lieu de were keeping quiet, il dit were kept quiet. Oui, mais il dit were kept quiet. Donc on ne peut pas normaliser ça. Je fais remarquer d'ailleurs que, bizarrement, Queneau a fait une traduction de Palm Wine Drinked qui est très normative en fait, dans laquelle il corrige finalement beaucoup de fautes, dans laquelle le français est assez correct à l'arrivée. Donc si vous lisez Tutuola dans la traduction de Queneau, sachez que le texte est en fait beaucoup plus fautif et transgressif en anglais. Nous demanda-t-elle avec étonnement, pendant que les autres femmes étaient tues, et non pas se taisaient, and were looking at us with wonder as well, et nous regardaient avec étonnement également. Là aussi, il place les adverbes de manière un peu curieuse, donc il faut essayer de respecter ça. Certainly, I replied at the same moment. Tout à fait, répondis-je au même instant. When I replied to all of her questions, she stopped to rock to and fro on her throne. Quand je répondis à toutes ces questions, c'est vrai qu'en français on attendait quand j'eus répondu à toutes ces questions, après avoir répondu à toutes ces questions,
Mais là, quand je répondis à toutes ces questions, elle s'arrêta de se balancer sur son trône. But she and the other women shouted together. Mais elle et les autres femmes s'exclamèrent, on a envie de dire d'un seul homme, mais c'est toutes des femmes, donc c'est pas possible, s'exclamèrent d'une seule femme, s'exclamèrent ensemble, s'exclamèrent d'une seule voix peut-être. Ah, both of you were very lucky. Ah, vous avez été bien chanceux, tous les deux. That the King, Spirit of Fire, had failed to find you out. Que le roi, l'esprit du feu, ait échoué. Voilà, had failed to find you. Il y a aussi un problème dans le registre des temps ici. Vous avez été très chanceux qu'il avait échoué, en fait. Ouais, il faut faire une faute, en fait. C'est difficile, il faut se faire violence. Hein. Qu'il avait échoué à vous retrouver before the heavy rain came, avant l'arrivée de cette forte pluie. Otherwise, he would burn you into ashes with his fire. Sinon, il vous réduirait en cendres avec son feu. Et là, c'est pas il vous aurait réduit. Là encore, il y a une concordance des temps, il y a une inconcordance des temps, une discordance des temps permanente chez tout. Voilà, et c'est très intéressant l'effet que ça produit, parce que, comme par ailleurs, ce sont des récits qui présentent des événements irrationnels, surnaturels, cette distorsion du temps qui est portée par la discordance des temps grammaticaux, elle participe du texte. Donc il faut la garder, cette discordance. He is a merciless creature of fire. C'est une créature implacable du feu. C'est comme ça, c'est ça qu'on serait tenté de le normaliser, ça aussi. Mais c'est une créature implacable du feu. When the queen and her women told us like that, she waved hand to us to sit down on a settee, which was at a little distance from her throne. Quand la reine et ses femmes, et là encore on serait tenté peut-être d'enrichir, d'étoffer, de normaliser ses suivantes, non, ce sont ses femmes. Quand la reine et ses femmes nous dirent comme ça, c'est ça en anglais, hein, ils utilisent tell d'une manière qu'on ne peut pas, enfin d'une façon qui n'est pas conforme, hein, c'est tell something, tell that, something. Quand la reine et ses femmes nous dirent comme ça, she waved hand to us, alors littéralement elle agita main, donc c'est en anglais on ne peut pas, c'est wave her hand, wave a hand, elle agita la main à nous pour qu'on s'assoie sur un tabouret qui n'était pas éloigné de son trône. But as she noticed that we were anxious to eat by that time, she told her policewoman to give us food and drinks. Et là, on a une phrase qui est à peu près parfaite en termes de correction grammaticale, lexicale. Donc là aussi, il faut pas non plus trop en faire. Hein. Il faut donc la traduire de manière courante, par un français courant et correct. Mais comme elle remarqua que nous étions impatients de manger à ce moment-là, il y a le by that time qui est un peu curieux dans son placement. She told the policewoman, elle demanda à sa policière de nous donner à boire et à manger. As we began to eat the food with greediness, comme nous commencions, tandis que nous commencions à manger ces aliments ou cette nourriture, ou ce repas peut-être, tandis que nous commencions à manger ce repas avec gourmandise, avec appétit, peut-être. She told us that the spirit of fire was her enemy. Elle nous raconta, ou elle nous dit, que l'esprit du feu était son ennemi, because he was too cruel to every kind of living creature, parce qu'il était trop cruel avec toutes les sortes de créatures vivantes. Et là encore, hein, every kind of, bon, si on allait vers une traduction normalisante ou normative, on dirait peut-être avec toutes les créatures de la terre, ou toutes sortes de créatures vivantes, là, et envie de conseiller toutes les sortes de créatures vivantes. She assured us as well that she would take us back to him as soon as we had finished with the food and the drinks, just to revenge on him for the punishment which he had given us. Elle nous assura également qu'elle nous ramènerait chez lui dès que nous aurions fini de manger et de boire, just to revenge on him. Alors, si je traduis par à seule fin d'eux,
c'est sans doute un peu trop soutenu, seulement pour, rien que pour peut-être, hein, rien que pour nous venger de lui et du châtiment qu'il nous avait. Alors, punishment, to give someone a punishment, est-ce que c'est la tournure normative, est-ce que je peux, ouais, est-ce que le châtiment qu'il nous avait infligé, ouais. Juste pour nous venger de lui et du châtiment qu'il nous avait infligé. Et si on décide de traduire de manière quand même moins soutenue le give someone a punishment, du châtiment de son et de son châtiment contre nous peut-être, qui serait peut-être plus oral, moins soutenu aussi. Voilà donc pour une page de Ajayi and his Inherited Poverty que je suis en train de lire et dont je viens de vous proposer la traduction d'une page du 5e chapitre, si je ne m'abuse, à la page 54 dans la réédition chez Faber & Faber en 2015. À bientôt.